le 1er novembre 2020, la gestion et le développement du Stade des Alpes seront confiés aux deux clubs jusqu'ici seulement résidents, le FCG et le GF38, qui devront créer une structure commune. Najat Vallaud-Belkacem était à Grenoble mardi soir. L'ancienne ministre socialiste participait à un meeting de soutien à Grenoble Nouvelle Ère et Olivier Noblecourt, candidat au municipal. Et puis c'est aussi le patrimoine local. Le gratin dauphinois, son championnat France Bleu, 10 concurrents ont sorti leurs meilleures recettes mardi dans les cuisines du château de Sassenage. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 5 février 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il y a ceux qui sont plutôt chiens ou plutôt chats, plutôt foot ou plutôt rugby. Et puis il y a la politique. Après un fauteuil pour deux, la métropole de Grenoble lance une nouvelle saison d'un Stade des Alpes pour deux, mais avec pas mal de nouveautés. Une conférence de presse cet après-midi en présence de représentants du FCG et du GF38 a permis de faire quelques annonces sur la gestion des futurs de cet équipement. Charlotte Faulkner. C'est un nouveau modèle unique qui arrive dans le paysage sportif français. Avec 44 matchs de foot et de rugby organisés l'an dernier, le Stade des Alpes est aujourd'hui le stade français qui accueille le plus de compétitions sportives professionnelles. Et à partir de novembre 2020, sa gestion sera confiée au FCG et au GF38. Les deux clubs, au lieu de louer le stade à une société qui était délégataire de services publics de la métro, va être partie prenante d'une structure interclub avec le FCG et louera donc désormais le stade à cette nouvelle structure entre les deux clubs, GF38 et FCG, qui est à constituer. Les deux clubs seront liés à la métropole via une convention d'occupation, et cela pour 10 ans. Et les différentes entités se veulent rassurantes. Des solutions sont possibles en cas de montée, de descente ou encore de doublon de match. Nous avons pris en considération les objectifs du territoire et puis bien évidemment les contraintes des deux clubs. Et nous avons imaginé plusieurs hypothèses, mais c'est déjà une réalité puisque les ligues sont plutôt très favorables à adapter nos calendriers réciproques. Un des premiers investissements sera la pelouse hybride et chauffée de façon écologique qui permettra aux deux clubs de jouer à des dates plus rapprochées. Du côté de la métropole, ce nouveau modèle permettra à la collectivité de réaliser des économies de fonctionnement réinvesties dans le développement du stade. Un stade qui accueillera en priorité les championnats nationaux des deux clubs, mais pas que. La métropole, comme les clubs, pourront faire des propositions, soit d'événements sportifs internationaux ou nationaux. On aimerait bien continuer à mettre l'accent sur la pratique sportive féminine. Et puis, on n'exclut pas aussi la tenue de concerts dans ce Stade des Alpes, même si le fait qu'il y ait un match quasiment par semaine crée un certain nombre de contraintes pour les concerts. La nouvelle structure interclub gérée par le FCG et le GF38 aura la responsabilité des espaces de réception ainsi que des espaces commerciaux, mais que les fidèles du lieu se rassurent, le nom du Stade des Alpes ne pourra pas être modifié. Et ce dossier sera voté vendredi lors du prochain conseil métropolitain. Najat Vallaud-Belkacem est de retour en politique. Pour se remettre le pied à l'étrier, l'ancienne ministre socialiste avait choisi de participer au meeting d'Olivier Noblecourt et sa liste Grenoble Nouvelle Ère, soutenue par le PS. L'ancien délégué interministériel jusqu'à il y a peu fut aussi, il y a quelques années, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation. Lina Badreddine les a retrouvés aux côtés de militants et pas que, mardi soir à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Retour dans une région qu'elle connaît bien pour Najat Vallaud-Belkacem. Si l'ancienne ministre de l'Éducation pose le pied en terre grenobloise, c'est pour soutenir celui qu'elle décrit comme le meilleur candidat pour la ville. Vraiment, ma venue ici auprès d'Olivier Noblecourt est sans plan, sans stratégie particulière, sans arrière-pensée. C'est simplement un soutien fort, assumé à quelqu'un que je connais bien, dont j'ai vu à la fois les valeurs et la capacité de travail de très près et dont je pense qu'il ferait un très bon maire. Avec son passé en tant que délégué interministériel auprès du gouvernement Macron, Olivier Noblecourt pourrait créer l'ambiguïté. Mais la venue de l'ancienne ministre tente à réaffirmer sa position socialiste. Nous sommes aujourd'hui cette gauche citoyenne, écologiste, sociale, qui veut redresser la tête et renouer avec l'histoire de Grenoble. L'histoire de Grenoble, Mendes France, Dubedou, Destau, c'est une gauche qui ne cède rien sur les valeurs et qui est capable d'agir sur le réel. Dans la salle, la majorité des personnes présentes sont des soutiens d'Olivier Noblecourt, des sympathisants qui sortent convaincus de ce meeting politique. Je suis satisfaite de ce que j'ai entendu, très satisfaite. Des idées qui étaient apportées notamment par Najat Vallaud-Belkacem, qui était
très très profonde et très pertinente par rapport à ce que la politique doit pouvoir retrouver comme élan. Un premier meeting perturbé toutefois par une manifestation d'enseignants de l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Puis par des étudiants. Sur la liste de M. Noblecourt, il y a l'ancien président de l'Université Grenoble-Alpes qui a participé à la rédaction d'un rapport qui porte sur une nouvelle loi qui est en préparation sur la recherche et pour laquelle nous, on se positionne très fortement, notamment ici, à l'Institut d'urbanisme et géographie alpine. Autre raison de la manifestation, le fait qu'un meeting politique ait lieu à l'université en période de mobilisation. Émilie Chalas, candidate pour La République En Marche, avait de son côté convié à Grenoble Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Une visite en catimini où toute la presse n'a pas été invitée. Une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites est prévue jeudi. Pour en demander toujours le retrait pur et simple, à Grenoble, le cortège partira à 10h de la place de la Gare pour rejoindre la place de Verdun. La grogne reste manifeste chez un certain nombre de syndicats, y compris lycéens et étudiants. La CFDT ne participera pas cette fois au mouvement. Le 22 juillet 2007, un quart de pèlerins polonais en provenance de La Salette s'écrasait au bas de la Rombe de la Fraye, faisant 26 morts. Depuis, un important système de sécurité a été mis en place et la fameuse descente interdite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Cette circulation s'est reportée sur la D529 et la traversée de Saint-Georges-de-Comiers, aux grandes dames du maire et des habitants de la commune. Loïc Cognier. Plus de 10 ans que ça dure. Un flux incessant de camions et de poids lourds tout au long de la journée. Outre les nuisances sonores, ce sont surtout les problèmes de sécurité liés à cette circulation qui interpellent les habitants du hameau de Saint-Pierre. Des riverains tout simplement excédés par cette situation devenue intenable. Quand vous avez votre village qui est coupé en deux, eh bien c'est simple, les parents n'ont pas envie que leurs enfants circulent librement dans le village. Et donc on va moins dehors, on va moins discuter avec les autres. Il y a surtout un problème de prévention des gamins et des populations qui sont frôlées en permanence par ce trafic qui est très important. Un trafic qui, lié à l'étroitesse de la route à cet endroit, prise entre les anciennes demeures et ses nombreux virages sans visibilité, a finalement forcé la mairie de Saint-Georges-de-Comiers à prendre une décision forte en encadrant un peu plus la circulation des poids lourds. Par le passage des poids lourds, vous avez des vibrations et vous avez de l'insécurité permanente, notamment à proximité de notre groupe scolaire, dans un contexte de hameau qui n'acceptent pas les circulations de poids lourds, où ils ne peuvent pas se croiser et où ils sortent dans les virages en pleine gauche. On a régulièrement des murs qui sont arrachés et dernièrement un jogger a été renversé. Désormais, c'est toute la traversée du hameau de Saint-Pierre qui sera interdite aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes dans le sens descendant au créneau horaire où la circulation est la plus dangereuse, soit entre 8h et 9h le matin et 16h et 17h le soir. À la gendarmerie désormais de faire respecter cette nouvelle réglementation et la signalétique qui va avec. Une autre solution ne semble pas pour l'instant envisageable. En décembre, la métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal qui supprime l'emplacement réservé pour la création d'une route alternative à la RD 529. Pommes de terre, crème, sel, poivre, lait, mais surtout pas de fromage. Tout le monde a sa recette du gratin dauphinois qui est forcément la meilleure. Mais la crème de la crème des cuisiniers amateurs avait rendez-vous, elle, mardi au château de Sassenage pour la finale du 2e championnat France Bleu du gratin dauphinois. Un reportage qui a la patate de Mathias Arez. Des 10 candidats du championnat France Bleu de gratin dauphinois, tous s'accordent sur le fait qu'il y a de la pomme de terre. Mais laquelle ? De la Gata, de la Mona Lisa, de la Charlène, des choix personnels. Ensuite, il y a aussi la façon de la couper qui diverge d'un plan de travail à l'autre. Enfin, moi j'ai l'habitude de les couper au couteau, tranquillement. Donc elles ne sont pas parfaitement toutes de la même épaisseur. Mais bon, c'est pas grave. Pour les couper, parce que je les coupe très très fines comme du papier à cigarette en fait. Et donc moi je suis mandoline, ouais. Mais alors, qui détient la vérité ? Il y a autant de recettes que de cuisiniers et chaque cuisinier pense avoir la meilleure et c'est bien là tout l'intérêt du concours. Si certains font varier la dose d'ail ou de sel pour plus de subtilité en bouche, d'autres jouent la carte de la gourmandise. La preuve en image, de la crème fraîche, du beurre et de la crème fraîche. Dernier tour de moulin à poivre, les plats débordent presque, plus une seconde à perdre, on enfourne.
De 50 minutes à plus de 2 heures, les plats sortent les uns après les autres pour le plaisir olfactif de toute la cuisine, mais aussi et surtout des yeux. Gratiné à souhait, les petites pommes de terre dessus, je suis contente du résultat. Et qui de mieux que des vrais dauphinois pour juger leur gratin? Un jugement dans les règles de l'art et dans un calme presque religieux. C'est important qu'on ne se trompe pas, qu'on note bien chaque candidat et qu'il faut bien avoir le goût parce qu'ils ont l'air tous très beaux et puis il y a des goûts différents quand même. Il y a beaucoup de goûts différents. On se dit, bon, celui-là est pas mal, mais l'autre il est peut-être mieux, ou celui-là est pas assez salé, l'autre il est trop salé. C'est difficile hein, quand même. Et pourtant, il faut bien les départager. Vient donc le moment des délibérations. Françoise, Rebecca et Sébastien. Les 3 finalistes sont maintenant connus. Sébastien d'Aoust-sur-Scie, Rebecca de Grenoble et Françoise Desbains, qui vont maintenant devoir en découdre pour le titre suprême. Yes, bien sûr. Oui, on n'a pas le choix. On est là pour ça. C'est clair, c'est clair. Non, on est content, c'est bien, c'est chouette. Que du bonheur, que du bonheur. Non, À la queue du bonheur. Les 3 concurrents ont donc remis le couvert dans l'après-midi. À l'issue de la 2e fournée, c'est le gratin dauphinois de Sébastien avec son tour de main, une plaquette de beurre sur le dessus, qui a remporté ce 2e championnat à France Bleu et ravi son titre à Marie. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.